Parents, à quel moment avez-vous réalisé que vous aviez élevé un psychopathe? Ce jour-là, Cade est rentré de l'école, radieux, un grand sourire aux lèvres. « Maman, je crois que Catherine Novak commence enfin à m'apprécier », s'est-il exclamé en gigotant sur sa chaise. « Raconte-moi », lui ai-je demandé. Il m'a expliqué qu'il l'avait un peu chahuté en classe à propos de ses vêtements et l'avait surnommée Beluga à cause de la façon dont elle mangeait le midi. Pour lui, comme elle réagissait toujours vivement, c'était la preuve qu'elle l'aimait bien. Ce jour-là, il lui avait caché son sac à dos pour la taquiner et elle s'était mise à le poursuivre en pleurant dans le couloir pour le récupérer. J'étais très mal à l'aise. Mais Cade n'avait pas beaucoup d'amis et ne s'était jamais intéressé aux filles auparavant, alors je me suis dit qu'il ne savait simplement pas comment s'y prendre. « Mon chéri », l'ai-je fait asseoir, « essaie d'être un peu plus gentil. Les filles aiment qu'on soit doux avec elles. » Cade a levé les yeux au ciel et m'a assuré que Catherine était différente. Elle préfère quand je suis un peu dur et marrant. Il pensait qu'elle faisait semblant d'être vexée mais adorait qu'on s'intéresse à elle. Quand je lui ai suggéré d'essayer de la complimenter, il a éclaté de rire en répliquant que je ne comprenais rien à sa génération. Les semaines suivantes, Cade rapportait régulièrement de nouvelles anecdotes sur Catherine. Il avait fait tomber ses livres, par mégarde, et l'avait aidée à les ramasser. Il l'appelait Miss Bazar, parce qu'un jour elle s'était renversée du yaourt dessus. Il était hilar quand elle rougissait et lui demandait d'arrêter. À chaque fois que j'essayais de lui parler, il répétait que c'est comme ça que les jeunes flirtent maintenant. Selon lui, Catherine jouait simplement la difficile et il suffisait d'être persévérant. Un jour, Cade est rentré frustré parce que Catherine avait choisi un autre camarade pour faire un exposé. Il était persuadé qu'ils travailleraient ensemble vu l'attention qu'il lui portait. Quand elle en a choisi un autre, il a lancé une remarque blessante sur son intelligence, prétextant l'humour. Apparemment, elle est restée très silencieuse après ça. Cade, ce n'était pas drôle, c'était méchant. « Tu dois t'excuser », lui ai-je dit fermement. Il a rétorqué que je ne comprenais rien à leur relation, qu'elle savait qu'il plaisantait et qu'elle avait sûrement choisi quelqu'un d'autre pour le rendre jaloux. J'ai insisté pour qu'il change d'attitude, mais il a filé dans sa chambre, furieux, en disant que je gâchais toutes ses chances avec elle. La semaine suivante, la situation s'est dégradée. Cade commençait à glisser des petits mots dans le casier de Catherine, avec des remarques soi-disant drôles sur son apparence. Il l'attendait près de sa voiture, après les cours, pour se moquer de sa façon de conduire. Il est même allé jusqu'à créer un groupe de discussion pour partager des photos embarrassantes d'elle, prises à son insu. Quand j'ai fini par apprendre l'existence de ces photos, j'ai été horrifiée. Je lui ai ordonné de tout supprimer et lui ai confisqué son téléphone. Il a protesté en disant que tous les garçons faisaient ça avec les filles qui leur plaisaient et que si jamais il arrêtait, Catherine croirait qu'il n'était plus intéressé. J'ai décidé d'appeler la conseillère du collège pour demander conseil. Madame Nielsen a pris le temps de m'écouter et m'a dit qu'elle allait se renseigner. 2 jours plus tard, on m'a demandé de venir à une réunion. À mon arrivée, le proviseur et la conseillère m'attendaient, un dossier bien épais à la main, des plaintes concernant Cade. Plusieurs enseignants avaient signalé qu'il s'acharnait sur Catherine. Elle avait demandé à changer de classe pour s'en éloigner, ses notes chutaient, et elle déjeunait à la bibliothèque pour l'éviter. Ce que Cade prenait pour du flirt, tout le monde le considérait comme du harcèlement. Je me suis retrouvée là, écœurée. Cade a été suspendu 3 jours et contraint de suivre un accompagnement psychologique. Sur le chemin du retour, il boudait, assis à côté de moi, répétant que tout le monde exagérait, que Catherine était théâtrale et voulait juste attirer l'attention. Il ne comprenait pas pourquoi il avait des ennuis simplement parce qu'il s'intéressait à une fille. La sanction n'a strictement rien changé à son comportement. Cade s'est mis à accuser Catherine de lui avoir ruiné sa réputation. Il racontait à tout le monde qu'elle était folle et inventait des histoires à son sujet. Même après plusieurs séances avec le psychologue, il campait sur ses positions. Il n'avait rien fait de mal, et les autres étaient trop sensibles. Un soir, 2 mois plus tard, en plein dîner, la sonnette a retenti. J'ai ouvert la porte et je me suis retrouvée nez à nez avec un homme que je n'avais jamais vu. Imposant, épaules larges, il portait un bleu de travail avec Novak brodé sur la poitrine. J'ai compris tout de suite qu'il s'agissait du père de Catherine. « Est-ce que votre fils Cade est là ?» Sa voix trahissait une colère contenue. J'ai acquiescé et appelé Cade. Il est arrivé, traînant les pieds, puis s'est figé en reconnaissant Monsieur Novak, devenu livide et reculant instinctivement. La voix de Monsieur Novak tremblait tandis qu'il s'adressait à nous. « Votre fils fait vivre un enfer à ma fille depuis des mois. Elle pleure tous les soirs. Elle a peur d'aller à l'école. Elle est en train de rater sa scolarité à cause de lui. » Cade a voulu se défendre, mais Monsieur Novak l'a coupé net. Il a sorti son téléphone et nous a montré des captures d'écran de messages envoyés par Cade à Catherine depuis de faux comptes, après avoir été bloqué sur les vrais. Des remarques cruelles sur son physique, des menaces de rumeurs, des photos retouchées, autant de choses dont je n'avais jamais eu connaissance. J'ai senti mes jambes se dérober en découvrant cela. On était bien loin de la maladresse adolescente. On était face à un véritable harcèlement organisé. Cade a tenté d'attraper mon bras, répétant que Monsieur Novak mentait, mais je me suis dégagée. Les preuves étaient là, sous nos yeux, sur l'écran du téléphone. Je suis allée voir la police, a repris Monsieur Novak. Ils m'ont conseillé de tout documenter et de demander une mesure d'éloignement, mais je tenais d'abord à le regarder en face. Il s'est avancé vers Cade, qui s'est recroquevillé contre le mur. Les poings de Monsieur Novak étaient serrés tout au long de son corps. L'espace d'un instant, j'ai vraiment cru qu'il allait frapper mon fils. Cade a dû le penser aussi, car il s'est mis à bredouiller des excuses, assurant qu'il ne voulait pas faire de mal, qu'il plaisantait.
Tu plaisantais? La voix de Monsieur Novak était glaciale. Ma fille a essayé de se faire du mal à cause de tes soi-disant plaisanteries. Cette phrase m'a transpercée et j'ai à peine pu demander d'une voix tremblante si Catherine était prise en charge. La mâchoire de Monsieur Novak a blêmi et il m'a expliqué qu'elle suivait une thérapie 3 fois par semaine, en plus d'un traitement contre les crises d'angoisse qui étaient apparues lorsque le harcèlement de mon fils avait empiré. La gravité des actes de Cade m'a submergée. Je me suis accrochée à l'encadrement de la porte pour ne pas flancher, alors que Cade essayait encore de se défendre. Mais Monsieur Novak l'a aussitôt réduite au silence d'un simple regard, forçant mon fils à s'écraser contre le mur. « Vous recevrez des documents officiels », a-t-il déclaré avant de tourner les talons et de descendre notre perron, le dos raide, à peine capable de contenir sa colère. Dès que son camion a disparu, Cade s'est empressé d'affirmer que cet homme mentait, qu'il inventait des histoires pour attirer l'attention, mais je ne l'écoutais déjà plus. J'ai fouillé sa poche et empoigné son téléphone avant qu'il ne puisse réagir. Il a tenté de me le reprendre, s'agrippant à mes mains, mais j'ai résisté, même si mes doigts tremblaient, et je lui ai ordonné de filer dans sa chambre sur le champ. Il a grimpé les escaliers en criant que j'étais folle et que je croyais tout ce qu'on racontait sur lui, mais j'étais déjà installée à la table de la cuisine, parcourant son téléphone avec une angoisse grandissante. Les faux profils qu'il avait créés étaient là, avec des pseudos comme Truth About KN ou Messy Jessie Exposed, et contenant des messages bien pires que tout ce que MC Novak nous avait montré, des commentaires ignobles sur son corps, des menaces de diffuser des photos retouchées au collège, des descriptions détaillées de ce qu'il voulait lui faire, des messages envoyés à n'importe quelle heure, même à 3 heures du matin. Le cœur au bord des lèvres, je faisais des captures d'écran, page après page de messages cruels où transparaissait une vraie préméditation, bien au-delà de simples plaisanteries de mauvais goût. Certains messages étaient accompagnés de photos qu'il avait prises d'elle à son insu dans l'enceinte de l'école, zoomant sur son corps, modifiées de manière abjecte. J'ai aussi découvert des conversations de groupe où il partageait tout cela avec d'autres garçons qui riaient et l'encourageaient à continuer. Mes mains tremblaient tellement que j'avais du mal à tenir le téléphone, d'autant que je tombais encore sur d'autres preuves enfouies dans des dossiers supprimés qu'il croyait disparus. Quand j'ai enfin levé les yeux vers l'horloge, il était déjà passé 11 heures, mais j'ai tout de même appelé le fixe de Madame Nielsen, laissant un long message pour relater la visite de Monsieur Novak et tout ce que j'avais trouvé sur le téléphone. Ma voix s'est brisée en avouant que j'étais complètement dépassée par l'ampleur de la situation et qu'il fallait de toute urgence organiser une réunion pour protéger Catherine de mon propre fils. Je suis restée assise à cette table pendant près d'1 heure, à fouiller chaque appli, chaque dossier, chaque fichier effacé, rassemblant un dossier accablant qui montrait mon fils sous un jour insoutenable. Cette nuit-là, j'ai à peine fermé l'œil, me relevant toutes les heures pour vérifier que Cade ne s'était pas éclipsé ou qu'il n'avait pas dégoté un autre appareil quelque part. Je voyais la lumière filtrer sous sa porte, je savais donc qu'il ne dormait pas non plus, sûrement en train de chercher comment se sortir de tout ça ou effacer des preuves à distance. Mais nous ne nous sommes pas adressé la parole et le silence était pesant dans la maison. Vers 3 heures du matin, je l'ai entendu aller aux toilettes et j'en ai profité pour fouiller sa chambre. J'ai mis la main sur une vieille tablette planquée sous son matelas, que j'ai confisquée, ainsi que sur un téléphone jetable caché dans son placard. Le lendemain matin, Madame Nielsen m'a rappelé dès 7 heures et a fixé une réunion d'urgence avec le principal pour 9 heures, précisant qu'il faudrait mettre en place un plan de sécurité et probablement faire intervenir la police, au-delà de ce que Monsieur Novak avait déjà entrepris. J'ai accepté d'apporter toutes les preuves réunies, et elle m'a demandé d'imprimer tout ce que je pouvais pour constituer un dossier papier. Au collège, le visage du principal se fermait à mesure qu'il découvrait les captures d'écran, tandis que Cade, boudeur, se contentait de marmonner que tout le monde en faisait des caisses ou que Catherine cherchait simplement à attirer l'attention. Ils nous ont expliqué qu'ils seraient déplacés dans d'autres classes sur le champ, escortés d'une salle à l'autre, et que tout contact, même accidentel, avec Catherine impliquerait une exclusion temporaire en attendant une décision définitive. Le principal nous a montré le plan de l'école, détaillant les itinéraires que Cade devrait suivre pour éviter Catherine, y compris une entrée différente et des repas pris dans le bureau du conseiller d'orientation. Des enseignants référents ont été désignés pour le surveiller pendant leur temps libre, et son casier a été déplacé dans une autre aile du bâtiment. En sortant, je me suis installée dans ma voiture pour écrire un mail à Monsieur Novak, lui présentant mes excuses et demandant s'il y avait un moyen d'aider financièrement pour la thérapie de Catherine, en précisant bien que je ne cherchais ni à me faire pardonner ni à excuser quoi que ce soit. Il m'a répondu en moins d'1 heure, juste quelques mots pour dire qu'il appréciait la démarche, mais que la seule chose dont ils avaient besoin, c'était qu'on respecte absolument leur tranquillité. De retour au collège cet après-midi-là, on nous a fait venir l'agent Leland Carter, le référent sécurité, qui nous a expliqué tout le protocole concernant l'ordonnance d'éloignement dans une petite salle de réunion. Il a été très clair sur les risques de poursuites pénales pour harcèlement, cyberharcèlement et diffusion d'images modifiées d'une mineure, et pour la première fois, j'ai vu Cade blêmir quand l'agent Carter a expliqué que la détention pour mineurs était bel et bien envisageable. Nous avons quitté l'école avec une liasse de mesures à respecter. Thérapie obligatoire 2 fois par semaine, interdiction totale des réseaux sociaux, accès à Internet uniquement sous surveillance dans le salon pour les devoirs, et rendez-vous hebdomadaire imposé par l'établissement.
Cad s'est plaint tout le trajet que tout le monde dramatisait et que Catherine devait bien se régaler de toute cette attention, et j'ai fini par m'arrêter sur le bas-côté pour lui dire que s'il osait répéter ce genre de propos, j'irais moi-même au commissariat. Une fois à la maison, je lui ai ordonné de rester dans le salon pendant que je montais dans sa chambre, où j'ai fouillé tiroirs et matelas sous son regard furieux depuis le pas de la porte. Derrière une vieille paire de chaussures, j'ai fini par trouver une petite clé USB scotchée au mur du placard. Mes mains tremblaient en la branchant à mon ordinateur en bas. L'écran s'est rempli de dossiers remontant à plusieurs mois. À l'intérieur, il y avait des dizaines de photos de Catherine prises à son insu, des captures de ses publications sur les réseaux sociaux, et surtout, des montages immondes qui me donnaient en la nausée. Certaines montraient son visage collé sur d'autres corps, d'autres étaient recouvertes de commentaires ignobles. J'ai aussitôt appelé notre fournisseur d'accès pour demander la mise en place d'un contrôle parental. Le technicien m'a guidé pas à pas pour installer un logiciel de surveillance sur tous les appareils de la maison, capable de suivre chaque site consulté, chaque message envoyé, avec une alerte immédiate à la moindre tentative de contournement. Cad était derrière moi, à me reprocher d'être folle, à dire que je le traitais comme un prisonnier. Je l'ai ignoré et j'ai continué à verrouiller la box et bloquer certains sites, suivant scrupuleusement les instructions du technicien. Ce soir-là, Madame Nielsen m'a envoyé un mail contenant des liens vers des ressources sur le harcèlement et la violence scolaire. J'ai passé la nuit à lire chaque article, chaque guide, jusqu'à 3 heures du matin. Il décrivait des signes d'alerte comme l'absence d'empathie, la tendance à rejeter la faute sur la victime, l'aggravation des comportements face à la confrontation. Tout correspondait à ce que j'avais observé chez Kate depuis des mois, mais que j'avais toujours minimisé. J'étais rongée par la culpabilité, mais je me suis forcée à continuer, prenant des notes sur les stratégies d'intervention. 3 jours plus tard, nous étions dans la salle d'attente du centre de thérapie indiqué par l'école. Deepika Green est venue nous chercher, une femme d'une 40aine d'années, calme, avec une poignée de main assurée. Elle nous a installés dans son bureau et a demandé à Cade sa version des faits. Il s'est lancé dans son discours habituel, affirmant que Catherine exagérait et que personne ne le comprenait. Deepika l'a laissé parler sans l'interrompre, puis, une fois qu'il eut terminé, elle lui a demandé d'imaginer ce que Catherine avait pu ressentir. Il a levé les yeux au ciel et lancé qu'elle devait adorer toute cette attention. Elle l'a aussitôt ramené au sujet, l'invitant à réfléchir à l'impact réel de ses actes, quel que soit son ressenti à lui. Il a tenté d'esquiver, mais elle est restée ferme, centrée sur les conséquences, sans lui laisser la possibilité de se dédouaner. À la fin de la séance, il faisait la tête, mais au moins, il ne protestait plus ouvertement. Petit à petit, l'histoire a commencé à circuler dans notre entourage. Un jour, au supermarché, une mère que je connaissais vaguement des réunions scolaires m'a coincée près du rayon fruits et légumes pour me dire que je gâchais l'avenir de mon fils à cause de comportements tout à fait normaux à l'adolescence. Elle a continué sur sa lancée, affirmant que les filles d'aujourd'hui étaient trop sensibles et incapables de plaisanter. Sa voix est montée d'un cran quand elle a ajouté « Vous feriez mieux de soutenir votre fils au lieu de laisser une fille lui pourrir la vie ». Les autres clients se sont retournés pendant que je m'éloignais, le chariot tremblant sous mes mains. L'audience pour l'ordonnance d'éloignement était prévue la semaine suivante. Lors de notre séance suivante, Deepika m'a expliqué qu'il faudrait rassembler toutes les preuves numériques pour appuyer la demande. Elle a reconnu que ce serait difficile d'avoir à présenter des documents accablants pour Cade, mais que la priorité restait la protection de Catherine. J'ai passé des heures à trier captures d'écran, photos et messages dans des dossiers à remettre à l'avocat. L'idée que le juge découvre ce qu'avait fait mon fils me tordait l'estomac, mais je n'ai pas relâché mes efforts. Lors de notre 2e rendez-vous chez la thérapeute, Deepika a sorti des témoignages imprimés de victimes de harcèlement et a demandé à Cade de les lire à voix haute. Au début, il a pris un ton détaché et levé les yeux au ciel, mais en lisant le récit d'une fille ayant tenté de se suicider après des mois d'acharnement, sa voix s'est faite plus hésitante. L'histoire parlait de crises d'angoisse, de notes en chute libre, de la sensation d'être piégée, sans nulle part où se sentir en sécurité. Un instant, j'ai vu passer quelque chose sur son visage avant qu'il ne se referme à nouveau. Le lendemain, l'école m'a envoyé le plan de sécurité prévu pour Catherine. Elle sortirait de chaque cours 5 minutes plus tôt pour éviter les croisements dans les couloirs, déjeunerait dans une salle à part, loin de la cantine, et des enseignants seraient repostés aux endroits stratégiques pour empêcher toute rencontre inopinée. Le principal s'est engagé à m'envoyer un mail tous les jours pour m'assurer que Cade respectait bien toutes les restrictions. L'après-midi même, l'agent Carter m'a appelé avec des nouvelles alarmantes. Leur équipe technique avait découvert que Cade utilisait des VPN et des applications pour masquer son activité en ligne. Il m'a expliqué comment ces outils permettent de camoufler la navigation et de créer de faux numéros pour envoyer des messages, soulignant que le niveau de préparation nécessaire prouvait que ce n'était pas une simple impulsion. Il m'a montré comment repérer les indices dans l'historique ou détecter des applications cachées. Il a précisé qu'en cas de plainte, la police scientifique analyserait tous nos appareils dans le détail. Une semaine plus tard, j'ai reçu un appel d'une autre mère, dont le fils était ami avec Cade. Elle m'a appris que Cade avait utilisé le compte Instagram de son fils pour écrire à Catherine. Le message commençait par des excuses, mais basculait rapidement en reproches, l'accusant de l'avoir mal compris et de lui gâcher la vie. Cette mère avait eu le réflexe de faire des captures d'écran et de bloquer Catherine pour couper court à tout contact. Je l'ai remerciée de m'avoir prévenue, puis j'ai raccroché, écœurée. J'ai trouvé Cade dans sa chambre et lui ai retiré tout accès à l'ordinateur familial.
Il a hurlé que j'étais injuste, mais je suis sortie sans répondre. 3 jours plus tard, alors que j'étais à la pharmacie pour récupérer mes médicaments contre l'hypertension, une femme de l'APE, à peine une connaissance, m'a accostée près des vitamines. Elle s'est mise à me dire, bien fort pour que tout le monde entende, que j'étais en train de ruiner l'avenir de Cade à cause d'une fille qui ne savait pas plaisanter. Les gens se sont retournés pendant qu'elle poursuivait, répétant que les jeunes étaient trop fragiles et que les garçons ne pouvaient même plus parler aux filles sans avoir d'ennui. J'ai pris mon ordonnance, payé et suis sortie alors qu'elle continuait de m'accabler dans mon dos, répétant que je détruisais mon propre fils. Mes mains tremblaient tandis que je réglais l'addition et j'ai juste eu le temps de rejoindre ma voiture avant que les larmes ne coulent. Je suis restée là, sur le parking, plus de 20 minutes à essayer de me calmer. Ce soir-là, Deepika a donné à Cade pour devoir décrire la situation du point de vue de Catherine, histoire qu'il comprenne vraiment ce que la victime avait pu ressentir. 1 heure plus tard, en jetant un œil à ce qu'il avait pondu, je n'ai trouvé que 2 pauvres phrases disant qu'elle avait sûrement mal vécu la chose, mais qu'elle aurait pu lui demander d'arrêter si ça ne lui convenait pas. Je l'ai alors fait se rasseoir à la table de la cuisine, et je suis restée là à le surveiller pendant qu'il recommençait. Il a passé la première heure à râler, à dire que c'était ridicule et que ça ne servait à rien. La deuxième heure, il griffonnait des blagues qu'il barrait aussitôt que je lui demandais de reprendre. Ce n'est qu'au bout de la 3e heure qu'il a fini par écrire que, peut-être, elle s'était sentie piégée et apeurée quand il ne la laissait pas tranquille. Ce n'était pas parfait, loin de là, mais au moins il avait fini par se mettre, même à contre-cœur, à la place de Catherine. 2 jours plus tard, l'audience disciplinaire a eu lieu à l'école, dans la salle de réunion, avec 4 professeurs venus témoigner. Madame Rodriguez a expliqué avoir vu Cade coincer Catherine contre son casier à plusieurs reprises alors qu'elle tentait de s'en éloigner. Monsieur Chen a raconté que Cade la suivait jusqu'à sa voiture après les cours, même quand elle lui demandait d'arrêter. Le prof de sport a évoqué les gestes déplacés de Cade envers Catherine pendant les cours de PS, sous les rires des autres garçons. L'enseignante d'art plastique, elle, avait surpris Cade en train de dessiner des caricatures grossières de Catherine et de les faire circuler. Chacun avait noté les faits, les dates, et ensemble, ils dressèrent le portrait accablant d'un harcèlement qui durait depuis des mois. J'écoutais tout ça en prenant des notes, écœurée, bouleversée surtout de réaliser tout ce qui s'était passé sans que je m'en rende compte. À la fin de l'audience, en retournant à ma voiture, j'ai aperçu Monsieur Novak près de son camion sur le parking. Il s'est approché et m'a dit « Catherine fait des crises d'angoisse chaque matin avant d'aller à l'école. Elle vomit presque tous les jours tellement elle est stressée. Vous imaginez ce que c'est de voir son enfant souffrir comme ça, jour après jour ?» J'ai hoché la tête, incapable de dire grand-chose, tout en m'excusant alors qu'il continuait en m'expliquant que sa fille adorait l'école avant tout ça, et qu'à présent elle était en échec partout. Il n'a ni crié ni menacé, mais la douleur qu'on sentait dans sa voix était bien pire que la colère. De retour à la maison, je me suis plongée dans le tri des documents pour notre avocat et je suis tombée sur l'ancien album de fin d'année du collège de Cade, oublié dans un carton. En le feuilletant, j'ai découvert des commentaires qu'il avait écrits à côté des photos de ses camarades, les traitant de moches, d'idiots ou de gros. À côté de la photo d'une fille, il avait griffonné de sa main « Personne ne t'aime » et sur celle d'une autre « Tu ferais mieux de disparaître ». Ce genre d'attitude remontait donc à au moins 3 ans, et jamais encore je n'avais vraiment feuilleté ses albums. Je me suis retrouvée assise par terre dans sa chambre, à réaliser que j'avais cherché des excuses à ce genre de comportement bien plus longtemps que je ne voulais me l'avouer. Le soir même, mon ex-mari m'a appelé, m'accusant d'en faire trop, de dramatiser, en me répétant que les garçons restent des garçons et que tout cela était normal à cet âge-là. Je lui ai envoyé des captures d'écran de tout, les messages adressés à Catherine et les pages de l'album. Il n'a rien répondu pendant toute une journée, puis a fini par m'envoyer un texto sec me disant de gérer ça comme bon me semblait. Aucun mot d'encouragement, aucune envie de venir parler à Cade avec moi, absolument rien. Le lendemain, l'agent Carter est passé m'expliquer que les parents pouvaient être poursuivis s'ils ne surveillaient pas sérieusement un enfant sous ordonnance d'éloignement. Il m'a remis une liste imprimée avec toutes les règles à suivre, dans le détail. Je devais tenir un registre précis des allées et venues de Cade, lui interdire tout accès à Internet sans surveillance et éviter qu'il se retrouve où Catherine pourrait être présente. L'agent m'a bien fait comprendre que si Cade ne respectait pas l'ordonnance et que je ne faisais pas assez attention, je pouvais moi-même avoir des ennuis. Cette responsabilité légale me glaçait, mais elle m'a aussi donné la détermination d'appliquer chaque règle à la lettre. Deepika a organisé une séance spéciale pour les parents avec moi, pour mettre en place à la maison un système de conséquences bien structuré. Elle m'a expliqué que chaque privilège devait être mérité, que l'empathie et la responsabilisation devaient devenir des conditions incontournables. Pas de télévision, pas de jeux, pas de sorties avec des amis tant que les tâches de thérapie ne sont pas faites et qu'il n'a pas vraiment compris la gravité de ses actes. Elle m'a prévenue. Ce ne serait pas réglé en un clin d'œil. Il faudrait peut-être des années de rigueur avant d'espérer un vrai changement. De retour à la maison, quand j'ai annoncé à Cade les nouvelles règles sur Internet, il a complètement pété les plombs et a balancé un coup de poing dans le mur de sa chambre. J'ai aussitôt appelé le numéro non urgent de la police, comme l'avait conseillé l'agent Carter. Un policier est arrivé en moins de 30 minutes, a adressé un avertissement formel à Cade pour dégradation, en le prévenant que tout nouvel écart se solderait par une arrestation. Cade n'en revenait pas que j'ai vraiment appelé la police pour un trou dans le mur. Le lendemain matin,
notre avocat m'a transféré un mail de l'avocat de M. Novak, annonçant qu'il transmettrait un témoignage écrit au lieu de faire venir Catherine au tribunal. L'affidavit joint décrivait en détail sa tentative d'automutilation, la méthode employée et comment ses parents l'avaient retrouvée. J'ai à peine pu en lire la moitié avant de devoir courir aux toilettes pour vomir. Après m'être rafraîchie, je me suis installée à mon bureau pour rédiger une lettre à la famille Novak, les mains tremblantes sur le clavier. L'intervenante auprès des victimes, Ayana Webb, m'avait contactée plus tôt dans la semaine pour me dire qu'elle pouvait transmettre mon message si la famille acceptait de le recevoir. J'ai réécrit cette lettre 6 fois, en effaçant chaque phrase qui ressemblait à une justification ou à une demande de pardon. La version finale se contentait de reconnaître le mal causé par Cade et promettait que je ferais tout pour que cela ne se reproduise plus. Ayana m'a appelé le lendemain pour me remercier de n'avoir ni raconté ma propre douleur, ni réclamé une réponse que la famille n'était pas prête à donner. Elle m'a envoyé un document sur la notion de responsabilité, expliquant à quel point le simple fait d'entrer en contact avec les victimes pouvait raviver leur traumatisme, même si l'intention était bonne. Les consignes étaient sans équivoque. Il était possible que Catherine refuse tout contact avec nous, et c'était un droit qu'il fallait respecter, sans insister, ni espérer qu'elle change d'avis à force de s'excuser. L'objectif devait rester de faire évoluer le comportement de Cade, et non de chercher à obtenir un pardon qui nous soulagerait la conscience. En rassemblant des documents pour l'avocat, je me suis plongée dans de vieux relevés bancaires et des factures de cartes de crédit, à la recherche de tout ce qui pourrait servir à l'affaire. C'est là que je suis tombée sur des paiements à 3 applications destinées à retoucher et manipuler des photos, certains remontant à 4 mois, avant que M. Novak n'apparaisse à notre porte. Les dates ne laissaient aucun doute. Ce n'était pas un simple dérapage ou une mauvaise plaisanterie, mais bien une campagne de harcèlement prémédité que Cade préparait de longue date. J'ai tout imprimé sans attendre et je suis allée voir l'avocat, qui a feuilleté les pages d'un air grave avant de les ajouter à notre dossier pour l'audience de l'ordonnance restrictive. 2 semaines plus tard, nous étions assis dans la salle d'audience. La juge parcourait le dossier épais rempli de preuves, captures d'écran, relevés bancaires, témoignages d'enseignants et d'élèves. L'avocat de Cade a bien tenté d'obtenir une ordonnance moins stricte, arguant qu'une mesure complète nuirait à sa scolarité et à sa vie sociale, mais la juge l'a coupé net. Elle a fixé Cade droit dans les yeux. Au moindre manquement, ce sera l'arrestation immédiate, sans préavis ni seconde chance. L'ordonnance a été prononcée pour 1 an, avec possibilité de renouvellement si nécessaire. En sortant du tribunal, j'ai reçu un appel du proviseur, m'annonçant que l'école recommandait le transfert de Cade dans leur programme alternatif, à l'autre bout de la ville. Ce programme proposait davantage de cadres, des classes réduites et une surveillance permanente, mais cela revenait à admettre que mon fils avait besoin d'un encadrement aussi strict. Cet après-midi-là, je me suis rendue à l'école pour signer les papiers du transfert, consciente que c'était indispensable, même si l'idée d'abandonner tout espoir d'une vie de lycéen normal pour lui me déchirait. Lors de sa séance suivante avec Deepika, celle-ci avait prévu quelque chose d'inédit. Elle a tendu à Cade une lettre imprimée qui rassemblait les récits de plusieurs victimes de harcèlement, pas seulement celui de Catherine, mais aussi d'autres qui avaient vécu la même chose. Il a commencé à lire avec sa désinvolture habituelle, puis s'est peu à peu figé, le visage blême, à mesure qu'il découvrait, page après page, la peur, l'angoisse et les séquelles que ses actes pouvaient laisser. Quand il a fini, il n'a pas cherché d'excuses, il n'a pas tenté de détourner la conversation, il est simplement resté là, à fixer la feuille, de longues minutes. Ce silence ne ressemblait en rien à ses bouderies habituelles, c'était une vraie prise de conscience. Un autre mail d'Ayana m'a révélé l'ampleur réelle du préjudice infligé à la famille Novak, au-delà des souffrances morales. Ils déboursaient plus de 300 $ par semaine pour la thérapie de Catherine, avaient dû adapter leurs horaires de travail pour l'accompagner à chaque rendez-vous et perdirent du salaire à chaque absence. Réaliser l'impact concret sur leur quotidien et leurs finances m'a poussé à puiser dans nos économies, juste pour leur envoyer ce que je pouvais, même si je savais que l'argent ne changerait rien. Mon employeur a compris quand je lui ai expliqué que je devais passer à temps partiel pour surveiller Cade après les cours. Le laisser seul n'était plus envisageable. Ce manque à gagner nous a obligés à renoncer au câble, à supprimer tout le superflu, mais c'était ça ou risquer qu'il échappe à la surveillance. Une semaine après la communication de l'ordonnance à l'école, des messages anonymes ont commencé à surgir sur les groupes Facebook du coin, prenant la défense de Cade et accusant Catherine d'en faire trop ou de chercher l'attention. J'ai pris soin de tout capturer, chaque message, chaque commentaire, avant de les transmettre à l'agent Carter, qui m'a assuré qu'il mènerait l'enquête sur les adresses IP. Quelques jours plus tard, il m'a rappelé pour m'apprendre que plusieurs messages venaient des téléphones des amis de Cade. Preuve que le problème ne se limitait pas à mon fils, mais reflétait l'état d'esprit d'un groupe de garçons. Ces mêmes amis ont d'ailleurs cessé de venir à la maison dès que leurs parents ont appris la vérité et l'existence de l'ordonnance. La porte de la chambre de Cade restait désormais ouverte, comme l'exigeaient nos nouvelles règles,
et je le voyais la plupart du temps allongé sur son lit à contempler le plafond. Une part de moi était peinée de le voir si isolé, mais je savais aussi que c'était probablement la seule façon pour lui de mesurer la gravité de ses actes, sans que ses copains ne viennent l'encourager à se poser en victime. Les règles strictes ont commencé cette même semaine, avec un planning accroché à la porte de sa chambre, détaillant chaque quart d'heure de la journée, du lever au coucher. Kate devait y apposer ses initiales à chaque créneau pour indiquer ses activités, et la porte ne devait être fermée que pour se changer. J'ai installé un logiciel de surveillance sur tous les appareils à la maison, jusqu'à la télévision et à la box Internet, qui enregistrait chaque activité en ligne toutes les 30 secondes. Kate se plaignait de vivre dans une prison, mais je lui rappelais que le juge avait évoqué le risque d'un placement en centre fermé si nous n'étions pas capables d'assurer sa supervision. Les premiers jours, il testait chaque limite, fermait sa porte à plusieurs reprises, jusqu'à ce que je la décroche tout simplement pour la ranger au garage. Il cherchait de l'intimité dans la salle de bain, mais je lançais un minuteur de 5 minutes, frappant à la porte s'il dépassait le temps. À la fin de la semaine, il avait cessé de lutter contre ce nouveau cadre et suivait le programme d'un air renfrogné, mais sans plus protester. La semaine suivante, j'ai senti un vrai changement. Il s'est mis à faire ses tâches ménagères sans que j'aie à lui rappeler, sortant les poubelles et remplissant le lave-vaisselle chaque soir pendant une semaine entière. Il refusait toujours d'aborder ce qu'il avait fait à Catherine, mais Deepika y voyait un signe encourageant, expliquant que, dans ce genre de situation, le fait d'obéir vient souvent avant la prise de conscience. 3 semaines plus tard, me voilà devant le conseil scolaire, les mains tremblantes sur mes notes, à exposer, sans nommer personne, comment le harcèlement avait pris de l'ampleur dans leurs établissements, sans qu'aucune mesure sérieuse ne soit prise, et à supplier le conseil d'adopter de vrais programmes de prévention avec des sanctions concrètes. Certains parents dans la salle acquiesçaient, m'applaudissaient à la fin, tandis que d'autres me lançaient des regards noirs, murmurant que des mères comme moi exagéraient tout et gâchèrent la vie des enfants. 2 mois après la mise en place de l'ordonnance d'éloignement, l'audience devant le juge des mineurs a eu lieu. Kate portait son unique costume, désormais trop petit aux épaules. Le procureur a énuméré les charges pendant que nous attendions devant le juge, et notre avocat n'a fait que finaliser l'accord de plaidoyer déjà négocié. 2 ans de mise à l'épreuve avec rendez-vous hebdomadaires, 200 heures de travaux d'intérêt général dans un foyer pour victimes de violences conjugales, une thérapie obligatoire 2 fois par semaine avec des comptes rendus transmis au tribunal, et le remboursement des frais de thérapie de Catherine, prélevés sur tout ce que Kate gagnerait, jusqu'à ses 18 ans. La juge lui a demandé s'il comprenait et acceptait ces conditions. Il a répondu oui, si bas qu'elle a dû lui demander de répéter plus fort. Pour le premier devoir de réflexion donné par Deepika, Kate est resté 3 heures assis à la table de la cuisine, à écrire, raturer, recommencer, sous mon regard attentif. La majeure partie de ce qu'il a écrit sonnait comme ce qu'il pensait qu'on attendait de lui, évoquant des leçons apprises et la maturité. Mais, à la toute fin, il a lâché une phrase qui m'a coupé le souffle. J'ai fait du mal à quelqu'un qui ne le méritait pas. Ce n'était pas un aveu total, mais c'était la première fois qu'il admettait avoir causé du tort sans se trouver d'excuses. Les papiers pour le transfert à l'école alternative sont arrivés la semaine suivante, confirmant son inscription pour le semestre de janvier. L'établissement était à 40 minutes, avec portique de sécurité à chaque entrée, agents dans les couloirs, caméras dans toutes les salles de classe. L'essentiel, c'est que Catherine n'aurait plus jamais à craindre de le croiser, puisqu'ils dépendaient de secteurs totalement distincts. Par un autre mail d'Ayana, j'ai appris que les crises d'angoisse de Catherine, auparavant quotidiennes, n'arrivaient plus qu'une fois par semaine depuis l'ordonnance d'éloignement. Elle ne pouvait pas encore retourner en cours et suivait tout à la maison en ligne, et ses parents refusaient tout contact ou excuse de notre part, ce que je comprenais parfaitement, vu ce qu'elle avait enduré. Après 2 mois sans enfreindre la moindre règle, j'ai décidé d'accorder à Kate un accès limité au téléphone. 1 heure le soir, sous étroite surveillance via une appli qui traçait tout. Dès la première soirée, il a tenté de dépasser de 20 minutes, prétextant ne pas avoir entendu le minuteur. Je lui ai donc confisqué le téléphone 3 jours. Quand il l'a récupéré, il a surveillé l'horloge de près, me le rendant à la minute près, comprenant peu à peu que la confiance se construit lentement, mais se perd en un instant. Le groupe de soutien parental se réunissait tous les mardis soirs, au sous-sol d'une église du centre-ville, une quinzaine de parents assis en cercle, partageant les histoires compliquées de leurs enfants. Certains faisaient face à la drogue, d'autres à la violence, plusieurs à des situations de harcèlement comme la nôtre. Écouter leurs expériences m'a permis de ne plus me sentir seule, même si j'ai vite remarqué que certains parents continuèrent de se chercher des excuses, rejetant la faute sur l'école ou d'autres enfants, comme je l'avais fait moi-même autrefois, au lieu de regarder la vérité en face. L'animatrice, dont le fils purgeait une peine pour agression, ne cessait de nous rappeler que tenir son enfant pour responsable, ce n'est pas manquer d'amour. C'est au contraire la plus grande preuve d'amour qu'on puisse donner. Les médias locaux ont révélé qu'un groupe de garçons du lycée de Cade partageait un groupe de discussion où ils s'échangeaient, sans autorisation, des photos de camarades, notèrent leur physique et tenaient des propos déplacés. L'enquête s'est élargie à 12 autres élèves. Et même si cela n'excusait en rien ce que Catherine avait subi, cela expliquait comment ce type de comportement avait pu se banaliser et se répandre dans leur cercle. J'ai imprimé toutes les captures d'écran trouvées sur le groupe et les ai apportées au proviseur dès le lendemain matin. La secrétaire m'a demandé d'attendre, mais j'ai passé outre.
Je suis entrée dans la salle de réunion où le proviseur siégeait avec 2 autres responsables, en train d'examiner des dossiers. Ils ont tous levé les yeux, surpris, quand j'ai posé la pile de documents sur la table et commencé à les étaler, pointant les messages de 12 garçons qui commentèrent le corps des filles et partagèrent des photos prises à leur insu. Le proviseur a feuilleté les pages une à une, tandis que j'expliquais que ce problème dépassait le cas de Cade et révélait un climat de harcèlement généralisé à l'échelle de toute la classe. En moins d'1 heure, ils avaient déjà appelé l'agent Carter, qui a commencé à tout consigner pour une enquête plus large. 3 jours plus tard, mon téléphone n'arrêtait pas de sonner. Des parents furieux voulèrent comprendre pourquoi j'avais mêlé leur fils à l'affaire de Cade. Une mère m'a même interpellée au supermarché, m'accusant de vouloir diluer la faute pour que Cade paraisse moins coupable. Je lui ai répondu que tous nos enfants avaient un besoin d'aide avant qu'une autre ne subisse le sort de Catherine, mais elle est partie furieuse, en m'insultant. Ce soir-là, Cade a appris par un message d'un ami que j'avais transmis des preuves à l'école sur le groupe de discussion. Il a dévalé les escaliers, furieux, en criant que je l'avais trahi et que je détruisais ses amitiés. Son visage s'est empourpré tandis qu'il hurlait que j'étais censée être de son côté et qu'à présent tout le monde le détestait encore plus. J'ai attrapé mes clés et mon sac, et il m'a suivi jusqu'à la porte en continuant à crier. Quand je suis finalement montée dans la voiture et que j'ai commencé à reculer dans l'allée, j'ai vu son visage passer de la colère à la stupéfaction. Il était resté figé dans l'embrasure de la porte à me regarder m'éloigner, et je suis allée garer la voiture dans un café à 3 rues de là pour lui laisser le temps de se calmer. 6 mois se sont écoulés. Pendant tout ce temps, Cade a respecté les conditions de sa probation et suivi une thérapie 2 fois par semaine. Un jour, alors que je faisais des courses au centre commercial, je suis tombée nez à nez avec Catherine et sa mère devant une vitrine. Nos regards se sont croisés une seconde avant que je ne détourne aussitôt les yeux pour filer vers la sortie opposée, le cœur battant. Mes mains tremblaient en quittant le parking souterrain, préférant éviter l'entrée principale où ma voiture était pourtant garée. Depuis, Cade travaille dans un fast-food après les cours. Toutes les 2 semaines, son salaire est versé sur un compte que je gère. Le premier versement de 300 € a servi à alimenter le fonds de réparation destiné à financer la thérapie de Catherine. Cade râlait en disant qu'il travaillait 20 heures pour payer le traitement de quelqu'un d'autre, mais je lui rappelais simplement que ce traitement n'aurait pas été nécessaire sans ses actes. À chaque fiche de paie que je signais, j'avais la sensation que nous avancions, même si ce n'était qu'un petit pas vers la responsabilité. Lors d'un contrôle de probation au tribunal, je marchais dans le couloir avec les attestations de présence de Cade quand M. Novak est apparu au détour de l'ascenseur. Nous nous sommes arrêtés un instant, il m'a lancé un bref signe de tête avant de repartir, sans un mot. Ce n'était ni du pardon, ni un signe d'amitié, mais plutôt la reconnaissance discrète que j'essayais, désormais, de faire ce qu'il fallait. Ce simple geste a compté bien plus pour moi qu'il ne l'imagine. Deepika a fini par réduire nos séances à un simple suivi mensuel, après plusieurs semaines sans incident de la part de Cade. Lors de notre dernier rendez-vous hebdomadaire, elle m'a averti. Il ne changeait pas vraiment de l'intérieur, il se pliait simplement à la discipline imposée. Elle m'a conseillé de maintenir ce cadre rigide, peut-être à vie, pour assurer la sécurité de tous. J'ai pris la mesure de la situation et j'ai commencé à organiser une gestion à long terme, renonçant à espérer une transformation soudaine. À la maison, c'est devenu presque un pensionnat. Les emplois du temps sont affichés sur le frigo, devoirs de 16 à 18 h, dîner à 18h30, puis loisirs surveillés jusqu'à 20 h. La porte de la chambre de Cade reste ouverte pendant les devoirs et je fais des passages inopinés pour vérifier qu'il travaille réellement. Son téléphone reste sous clé dans ma chambre, sauf pendant l'heure où il y a droit sous surveillance chaque soir. Il suit les règles sans trop de résistance désormais, mais je n'ai jamais vu dans son regard la moindre trace de remords lorsque le nom de Catherine est évoqué. Deepika appelait ça de la conformité sans compréhension, précisant que c'était mieux que de nuire activement, même si ce n'était pas l'idéal. Si j'écris cette histoire aujourd'hui, c'est pour avertir d'autres parents qui, peut-être, se reconnaîtront dans mes excuses d'autrefois. Mon fils a détruit la vie d'une jeune fille innocente pendant que je lui trouvais des circonstances atténuantes, persuadé qu'il ne comprenait pas les codes sociaux et qu'il avait simplement besoin d'amis. Aujourd'hui, Catherine a besoin de plusieurs années de thérapie, ne peut plus aller à l'école normalement et fait des crises d'angoisse, tout ça parce que je n'ai pas voulu croire que mon enfant pouvait être capable de cruauté. Cade vit sous surveillance constante, peut-être pour toujours, parce que j'ai préféré me voiler la face plutôt qu'affronter la vérité. Aimer son enfant, ce n'est pas le protéger à tout prix ou minimiser ses fautes. Aimer, c'est aussi fixer des limites claires, même si ça fait mal, chercher de l'aide quand il s'y oppose et prendre ses responsabilités même quand il est trop tard pour réparer. Tous les parents veulent croire que leur enfant a bon fond, mais parfois aimer, c'est accepter que ce n'est pas le cas et tout faire pour protéger les autres. Voilà, c'est la fin de mon histoire pour aujourd'hui. Merci de m'avoir permis de la partager avec vous. J'espère sincèrement qu'elle aura pu vous apporter un peu de lumière. N'hésitez pas à vous abonner pour continuer à suivre nos échanges et à très bientôt.